J'ai découvert l'agilité dans le monde professionnel en 2011. Ça va bientôt faire 13 ans. Et en 13 ans, je n'ai vécu qu'une seule fois un contexte vraiment agile. Allez, c'est story time. Ok, bon déjà je vous prie de m'excuser parce que je vais peut-être pas être super précis sur les dates. Je vais vous raconter une histoire qui s'est passée il y a presque 6 ans. Elle débute en 2017. Mon histoire commence donc en septembre 2017. À l'époque, je travaille dans une société de service, une ESN, qui vient de racheter une petite boîte. Et cette petite boîte, elle avait contracté un projet avec une cliente et donc on récupère ce projet. Le truc c'est que le projet il est super en retard et qu'il faut qu'on le finisse et on n'a que 2 mois pour le faire. Du coup, c'est mon équipe qui récupère ça. À ce moment-là, l'équipe elle est composée d'un PMO et d'un product designer qui sont à Paris et de 3 devs plutôt front et de 3 devs plutôt back avec un QA et toute cette fine équipe elle est sur Bordeaux. Alors quand on arrive, moi je trouve que le pitch il est hyper intéressant de ce qu'on a envie de faire et surtout je suis très content parce que je vais être amené à retravailler avec un mec que j'adore, que j'ai vraiment très haut dans mon estime et qui est devenu un ami, Rémi. Et Rémi à cette époque il passe 1 mois sur 2 sur Bordeaux et 1 mois sur 2 en Thaïlande. La Thaïlande c'est 5 ou 6 heures de décalage horaire. Et donc ça veut dire que le mec le plus expérimenté de l'équipe, 1 mois sur 2, on le voit que une demi-journée par jour. Ah! Comme je vous l'avais dit, c'est un projet qu'on récupère. Donc première chose qu'on fait, c'est que on va regarder le travail qu'ont fait les autres et globalement ça nous plaît pas beaucoup. Déjà c'est en PHP, c'est sur un framework maison et puis comme vous le savez, dès qu'on récupère le travail d'un autre dev, on trouve que c'est mal fait. Donc là on va se demander, ok, est-ce qu'on refait tout en PHP en utilisant genre Symfony ou un truc comme ça? Personne connaît Symfony, Rémi qui est censé nous mener techniquement ne connaît pas particulièrement Symfony, personne n'a envie de bosser en PHP donc on met ça de côté. Donc là on se pose la question, ok, est-ce que quelqu'un connaît Angular, React? Oui, Rémi et Jérémy. Est-ce que quelqu'un connaît Node.js ou TypeScript? Oui, Rémi et Jérémy. Et en gros, le reste, on est un petit peu genre, ça nous intéresse, mais c'est pas le truc qu'on maîtrise le plus. On a déjà fait des petites API RESTful avec du Node.js, mais rien de très professionnel. Donc on va se dire, on parle sur de la techno JavaScript, on est en 2017, c'est des trucs qui ont un peu le vent en poupe, donc c'est parti. Puis Rémi, c'est pas n'importe qui. Je sais pas si vous connaissez AT Internet, c'est ceux qui éditent Xity. Premier concurrent de Xity, Google Analytics. Voilà. Autant vous dire que niveau JavaScript, c'est un peu le top du top, ils recrutent que la crème de la crème. Rémi fait partie des types qui ont formé les développeurs de Xity en JavaScript. Voilà, pour vous donner un petit peu le niveau de la personne. Du coup, la décision est prise, côté front, React, TypeScript, et côté back, TypeScript. C'est parti. Et là, ça a été 2-3 mois assez douloureux. Essayer de rétro-ingénierer ce qui était passé, parce qu'évidemment, il n'y avait aucune spec nulle part. Il fallait qu'on regarde des conversations Skype et le transcript de conversations Skype pour savoir ce qu'il y avait à faire. Mais c'est pas trop le sujet de cette vidéo, ça, je vais complètement le mettre de côté. Mais en tout cas, ce qui est important, et ce que nous, on en a appris, c'est qu'on communiquait très mal, et que pour aller vite, on a fait un peu... Là on arrive début janvier, on est content, on a réussi à finir ce qu'on avait à faire. Petite histoire, Rémi a dû coder en un week-end ou en 3-4 jours je crois l'intégration avec Stripe pour le paiement en ligne parce qu'on a découvert qu'il y avait du paiement en ligne. Bref, la cliente est contente, mais par contre nous on dit, là on a été tellement rapide et on a mis la qualité tellement de côté qu'il faut qu'on fasse une refonte technique. Et waouh, tout le monde est d'accord, la cliente est d'accord, le PMO est d'accord, et on gagne 3 mois de refonte technique. 3 mois. 3 mois pendant lesquels on arrive à négocier de faire que des petits ajustements à droite à gauche, mais pas de grosses fonctionnalités. Vous avez déjà eu ça, vous? Un go pour 3 mois de refonte technique? Non. Bon après quand je dis pas de fonctionnalité, c'est pas tout à fait vrai. Pendant une réunion juste avant la livraison de janvier, notre cliente nous avait dit qu'elle avait des souhaits d'internationalisation, et donc du coup nous on l'a aussi intégré dans cette refonte technique, histoire de pas se prendre la tête quand il y aurait besoin de le faire. Bref, on part sur 3 mois de refonte. Et puisque les estimations, c'est précis, au bout de 3 mois, on n'avait pas fini. Mais genre, pas fini, on était à la moitié. Et en plus sur une stack plus compliquée, parce que on avait fait un espèce de mix monolithe et microservices, c'est-à-dire qu'on avait des microservices intégrés dans un monolithe, mais si on voulait, on pouvait sortir les microservices pour qu'ils soient indépendants, mais on avait essayé de le faire, c'était galère à livrer. Bref, je vous épargne tout ce truc-là, mais en gros, on s'était rajouté une bonne complexité. Bref, on avait fait un petit package plutôt sympa dans la prévision de pouvoir gérer cette internationalisation et l'ajout de nouvelles fonctionnalités. Ça faisait 3 mois qu'on faisait notre refonte et là la cliente elle vient nous voir en disant les gars j'aimerais bien avoir des nouvelles fonctionnalités. Elle était dans les starting blocks et puis elle avait raison. Donc c'est ce qu'on commence à faire, des nouvelles fonctionnalités. Sauf que le truc c'est que notre version n'était pas du tout prête à être release. Donc du coup on a dû faire les nouvelles fonctionnalités sur l'ancienne stack et sur la nouvelle stack en même temps. 2 fois plus de travail. Et en plus vu qu'un problème n'arrive jamais seul, ça coïncide à peu près avec le moment où il y a 4 devs qui sont partis.
et il y a un nouveau qui est arrivé, un Toulousain. Donc je récapitule, notre cliente, elle est à Rennes, le PMO et le PDS, ils sont à Paris, Rémi, il est à Bordeaux, et un mois sur deux, il est en Thaïlande. Moi, je suis à Bordeaux dans des locaux, notre QA est à Bordeaux dans d'autres locaux, et on a un Toulousain. C'est un bordel. Mais au moins, nous, le Covid, ça nous a pas changé grand-chose à nos habitudes. Bon, même si le projet s'est arrêté avant la crise Covid. Bref, un PDS, 3 devs, un QA, et là, notre clientèle nous dit, bon, il serait temps d'implémenter les fonctionnalités du réseau social. Et là, vous vous dites, qu'est-ce que c'est que les fonctionnalités de réseau social? C'est Facebook. Mais quand je dis c'est Facebook, c'est pas intégrer Facebook dans l'application, c'est on veut Facebook en 2 mois, à 5 personnes, en plein été. Et ça marque le tournant de l'organisation de notre équipe. Parce que avec les gars, là, on n'est pas bien, on le sait que c'est pas possible de sortir un Facebook à 5 en 2 mois. Et en même temps, on sait que c'est pas possible de lui dire non. Non, du coup, on a une idée. On va lui dire, on arrête cette stratégie de développement spécifique. On va faire de l'intégration. Et ça tombe bien, parce que c'est comme ça qu'on a pensé notre stack technique. Pouvoir se connecter à droite à gauche avec différents services. Je sais pas si vous connaissez Workplace. Workplace, c'est une solution qu'a développé Facebook qui permet d'avoir un Facebook dans une entreprise. Et ça tombe pile au moment où nous, on est en train de l'implémenter dans notre boîte. Donc ce que je fais, c'est que je vais voir la cliente et je lui dis, on peut pas te faire Facebook en 2 mois. Contre, voilà ce que nous on a, c'est Facebook qui le fait. Est-ce que tu veux qu'on te mette ça? Elle réfléchit pendant, je pense, 2 semaines avant de se rendre à l'évidence qu'elle pourra pas avoir un Facebook en 2 mois et que Workplace fera très bien l'affaire. Alors là, ça charbonne, on se répartit les tâches, on va lire de la doc, on regarde techniquement ce qu'on peut faire, on essaie de trouver des solutions à toutes les limitations que nous impose Workplace. Chacun sort de sa zone de confort. Vous aurez peut-être remarqué que là, on parle maintenant directement à la cliente. On passe un été très sympathique, mais en septembre, on livre un Facebook à la cliente comme elle le souhaitait. Happy, 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 happy. Tout le monde est content, la cliente parce qu'on a tenu les délais, nous parce que il y a eu un petit challenge technique et que c'était hyper intéressant de travailler avec l'API de Workplace, et les utilisatrices parce que elles sortent pas trop de leurs habitudes avec l'utilisation de Workplace qui est exactement la même que celle de Facebook. Et c'est à partir de ce moment-là où avec les gars on a vraiment compris qu'on pouvait tout faire. On est passé dans un mode proactif où on faisait plein de propositions de fonctionnalités. Par exemple, c'est nous qui leur avons proposé de se connecter directement avec leur ERP dès qu'il y avait une souscription. À ce moment-là, toutes les factures qui étaient émises à la main avec leur ERP. Toutes les factures. Ici, on parle de plusieurs centaines de factures émises par mois à la main. Et nous, à côté de ça, on doit continuer à développer et à stabiliser notre stack technique, parce qu'on a livré Workplace, mais de mémoire, je crois que le paiement fonctionne pas encore. Donc on est en train de bien le finaliser. Hop, on le livre et... Bim! Directive européenne, il faut que tout le monde mette de l'authentification forte, le 2FA, 2FA, Two Factor Authentication, et il faut qu'on refasse tout. Et c'est parti pour du jus de cerveau et 3 semaines de développement. Bon, et tout ça, comment est-ce qu'on a pu réussir, comment est-ce qu'on a pu s'en sortir, et surtout comment est-ce qu'on a pu tous s'éclater? Parce que franchement, vous demandez à tout le monde dans cette équipe, on s'est éclaté. Parce qu'on a appliqué à la lettre le manifeste agile. Communication, qualité, collaboration, adaptabilité. On avait mis en place une plateforme d'intégration continue et un fonctionnement entre nous qui faisait que n'importe qui pouvait livrer n'importe quoi sur n'importe quel environnement. Même la cliente. Notre objectif, c'était que la cliente puisse mettre en production toute seule. Notre QA, Pierre, il avait 3 environnements de test. Ça veut dire qu'il pouvait tester les développements des 3 développeurs en même temps s'il le souhaitait. Et il testait en continu. Pendant qu'on développait, on avait du feedback de notre testeur sur ce qui fonctionnait et ce qui fonctionnait pas. Et ce feedback de test, on l'avait aussi sur les reviews. En gros, toutes les demi-journées, les débuts de demi-journée et les fins de demi-journée, on passait sur GitLab et lire le code des autres développeurs. Parfois même, et c'est là où le fait que Rémi soit en Thaïlande était formidable, c'est que lui commençait un dev le matin, à son après-midi et notre matin, on se synchronisait, on avançait ensemble, on se faisait un petit débrief. Nous, pendant notre après-midi, on continuait à faire le dev, on lui faisait un petit débrief, et lui, le lendemain matin, pendant qu'il était tout seul, il continuait à bosser dessus, et en fait, le lendemain, quand on revenait travailler, le dev, il avait avancé. On avait du feedback si c'était une merge request, on avait avancé si c'était une branche partagée, franchement, c'était exceptionnel. Et donc, ce feedback, il se faisait par écrit, mais il se faisait aussi à l'oral. On avait mis en place un Discord pour communiquer, et on voulait absolument recréer une vie de bureau classique. Donc on avait un open space virtuel, c'était le canal par défaut. Dès qu'on avait une question, on ouvrait le micro et on disait j'ai une question, est-ce que quelqu'un peut m'aider? S'il y avait des personnes qui n'étaient pas intéressées par le sujet, elles pouvaient quitter la salle et aller dans leur chambre. Oui, on avait tous notre chambre. Notre chambre dédiée, c'était notre endroit où on pouvait se concentrer tout en disant s'il y a une urgence, vous pouvez quand même venir me voir. Je me rappelle très régulièrement, moi je me mettais dans ma chambre, il y avait Pierre qui venait me voir en me disant j'ai testé quelque chose, tiens, est-ce qu'on peut regarder ensemble? Et on faisait du pair
du pair programming, pair testing. En tout cas, on était tous les deux à essayer de reproduire le problème et moi à essayer de le corriger. Et enfin, dernière salle, la salle ne pas déranger. Là, on essayait de faire en sorte de ne pas y rester plus de 1 heure ou 2 par jour. C'est vraiment une salle où il n'y avait pas de micro possible, il n'y avait pas d'audio possible, donc on se mettait là-dedans pour s'isoler complètement, mais c'était pas non plus ce qu'on recherchait. Mais quand il y avait besoin d'une concentration forte, on se mettait dans cette salle. On avait aussi énormément d'automatisation. Pierre, il a fait un boulot de dingue. On avait aussi créé un jeu de données qui se créait de manière aléatoire, mais avec des situations pertinentes qui nous permettaient à nous de pouvoir rejouer des cas de test. Et évidemment, on avait des TU, des TI, des tests end-to-end, etc. J'ai jamais vu autant de couverture de tests, ni avant, ni après, et on n'était que 4,5. 4,5 parce que notre PDS est parti sur un autre projet, et on a accueilli un alternant, Sébastien, qui est venu nous rejoindre sur la fin du projet. Au bout d'un moment, on communiquait tellement bien qu'on n'a plus eu besoin de réunions récurrentes. On a viré tout ce qui était daily, tout ce qui était planification, tout ce qui était rétrospectif, tout ce qui était review, parce qu'en fait, dès qu'on avait besoin de montrer quelque chose à la cliente, on lui montrait, dès qu'on avait une action à mettre en place et à améliorer, on la faisait, dès qu'on avait besoin de se dire quelque chose, on le faisait immédiatement. Et dès que quelqu'un voulait nous demander où est-ce qu'on en était, notre board il était systématiquement à jour sur GitLab, et donc n'importe qui dans l'équipe pouvait donner un état d'avancement du projet. En fait, ce qui a fait que ça a marché, c'est qu'on était tous hyper complémentaires. Moi, par exemple, j'ai un profil assez multiple. Dans l'implémentation, j'étais clairement pas le meilleur. Du coup, j'essayais de compenser en essayant d'optimiser les flux de production et faire en sorte que ça puisse mieux fonctionner. J'allais voir la cliente pour faire du recueil de besoins. Rémi, en tant qu'architecte, lui, il était obligé d'avoir la big picture, nous aider à apprendre de nos erreurs, à améliorer la stack systématiquement. Raph, qui lui, pareil, machine de guerre, a dû tenir le front après le départ de Jérémy, qui nous a fait des implémentations de dingue côté back. Et Pierre, notre QA, qui automatisait et me filait régulièrement des coups de main sur tout ce qui était fonctionnel. En fait, on a eu une équipe hyper motivée et qui se serrait les coudes. Avec du recul, je me dis qu'il y a 2 choses qu'on aurait pu mieux faire. Simplifier les choses et mieux monitorer notre application. Parce qu'au final, le vœu d'internationalisation n'est resté qu'au stade de vœu. Et même si la boîte prospère merveilleusement bien en France, d'ailleurs bravo à Marie et à Julie, votre projet il est super, on aurait quand même pu se simplifier un peu plus la vie. Là on a une stack qui est assez compliquée à maintenir pour au final un besoin pas si compliqué. Et en ce qui concerne le monolithe, on s'est rendu compte assez tard, je dirais courant du premier trimestre 2019, qu'on ne monitorait pas suffisamment, c'est-à-dire qu'on ne recevait pas d'erreurs, alors qu'en fait, il y en avait. On se disait que l'application était géniale, qu'elle fonctionnait bien, qu'on faisait du bon travail, mais en fait non, c'est juste qu'on ne monitorait pas suffisamment et que ça nous a un peu induit en erreur. Bon, après, rien de très grave, on n'a jamais eu de grosses anomalies majeures, mais on aurait pu faire encore mieux. Fin 2019, réduction de budget, réduction de la taille de l'équipe. Un développeur doit partir en 1 mois. Je me désigne volontaire, déjà pour laisser les gars continuer à s'amuser, et puis parce que moi j'ai envie de me spécialiser dans le coaching agile, et c'est là ma dernière expérience professionnelle de développeur. Ce que j'en ai appris, qu'il ne faut pas forcément appliquer un framework pour être agile. Il faut une excellente équipe, une équipe motivée, une équipe impliquée, et des clients qui font confiance. Et dès que vous avez ça, il ne vous reste plus qu'une chose à faire, déplacer les montagnes.